l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Ce que nous postons sur Internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, en dit bien plus sur nous que n'importe quelle étude consommateur. Encore faut-il pour les marques être en capacité de collecter et de trier ces données. Depuis quelques mois, l'agence So Wine a intégré une plateforme d'analyse des réseaux sociaux et de mesure de visibilité digitale dédiée au monde du vin, du champagne et des spiritueux. Anciennement appelée My Balthazar et rebaptisée So Wine Digital Dashboard, elle permet également à So Wine d'éditer un classement des marques sur les réseaux sociaux en fonction de leur performance. Aujourd'hui, un focus sur cet outil avec l'un de ses créateurs, Benjamin Sonnet et Sylvain Dadé. Sylvain, est-ce que tu pourrais partager avec nous un état des lieux rapide des enjeux de communication digitale dans le monde des vins et spiritueux ? Pour commencer, ce qu'on peut se dire là-dessus, c'est que le digital, ça fait vraiment partie aujourd'hui intrinsèquement, on va dire, d'un plan de communication, d'un plan, d'une stratégie marketing. On est loin des moments qu'on a connus où en fait c'était la cinquième roue du carrosse, où c'était quelque chose qui était devenu une sorte de laboratoire d'essai. C'est-à-dire que maintenant on est vraiment très très installé et pour certains acteurs de façon très structurante dans les moyens de communication dédiés au digital. Dans l'univers spécifiquement des vins et spiritueux, je pense que la catégorie a rattrapé en partie son retard avec certaines locomotives comme Cognac, la Champagne et certaines régions en fait dont les marques et les domaines ont pris la conscience de l'enjeu et de l'importance du digital. Donc, je dirais que dans une stratégie de marque aujourd'hui, le canal digital, la capacité du coup à déployer des moyens de communication performants, en fait c'est devenu un peu quelque chose de l'ordre de l'acquis. Bon, avec certaines disparités en particulier dans l'univers du vin, puisque si on se place à l'échelle de petits domaines, petites exploitations, où en fait il y a pas forcément la ressource, ça peut poser des questions de disponibilité et aussi de savoir-faire s'il s'agissait pour par exemple un vigneron de faire directement du contenu, mais c'est ce qui peut les amener aussi ces domaines-là finalement à déléguer. Et ce que je trouve particulièrement intéressant c'est pas qu'une prise de conscience, c'est une forme de maturité aussi. C'est la bonne compréhension pour ces marques, ces maisons, ces domaines, ces châteaux, que le digital et les réseaux sociaux en particulier, c'est un canal qui permet de créer un espace d'interaction avec leurs consommateurs finaux. Puisque en grande majorité, sauf si on fait de l'onotourisme, de l'accueil ou la boutique, on est dans l'univers des vins et spiritueux sur un marché qui est très intermédiaire. Et donc ça signifie que du coup les producteurs n'ont pas forcément en fait l'accès direct à leurs consommateurs pour échanger avec eux, pour bien les comprendre. Et c'est évidemment le rôle que jouent même les réseaux sociaux aujourd'hui, de pouvoir se connecter en tant que marque en direct avec ses consommateurs et d'alimenter cet échange et d'une certaine manière même gagner en intelligence marketing sur la nature des consommateurs, sur leurs besoins, sur leurs profils socio-démo, leurs centres d'intérêt. Et ça permet aussi d'avoir directement une capacité d'action en tant que marque. Là, j'entends sur des moyens de promotion, des moyens de communication, pour pouvoir en fait travailler la présence à l'esprit, travailler la notoriété des marques directement sur le consommateur final. Donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'outils différents à déployer pour avoir une campagne de communication digitale qui est performante. Comment on peut être sûr de bien piloter les actions qu'on mène et de bien récupérer les résultats de toutes ces actions ? Alors effectivement, la communication digitale et en particulier la communication sur les réseaux sociaux, en fait, c'est quelque chose en termes de terrain de jeu qui est assez vaste finalement, puisqu'on parle de différentes plateformes, des enjeux sur les plateformes, même dans la nature des contenus, dans la nature des stratégies en fait qui sont pour qu'elles soient performantes nécessairement à adapter ou à ajuster.
Ce qu'on va faire sur Facebook, Instagram n'est peut-être pas la même chose que ce qu'on va faire sur Twitter ou sur LinkedIn. Il y a YouTube, Pinterest, TikTok, enfin voilà, autant de plateformes en fait qui sont potentiellement pertinentes pour des marques et des domaines dans leur stratégie de communication digitale. Certaines sont même, on va dire, assez larges, à large scope, œcuménique et par rapport à leurs cibles qui sont potentiellement assez variées, vont avoir une approche multiplateforme. D'autres vont avoir une logique plus ciblée, mais tous ces démarches-là, en fait, qui sont outillées par ailleurs par des logiques de soutien publicitaire. Ce qu'on se disait sur la nature des cibles, la compréhension en fait plus analytique de la nature en fait des gens qu'on engage au sein des communautés, c'est beaucoup de data. Et c'est finalement l'intérêt aussi de la démarche sur le digital, c'est de se retrouver dans un contexte où on est capable finalement de mesurer les performances de ces actions, on est capable d'identifier des leviers, y compris donc des leviers publicitaires sur lesquels on peut venir se mobiliser, sur lesquels on peut même surinvestir si on voit en fait de la surperformance, qu'on peut même diriger sur des objectifs de transformation quand il y a des logiques e-commerce ou de campagnes de type drive to e-shop. Donc ça, en fait, ça a effectivement pour conséquence, même si c'est plutôt un bénéfice intéressant, d'amener beaucoup d'informations, beaucoup de data et des problématiques finalement à l'échelle de ce scope-là, des problématiques de pilotage et des problématiques d'agrégation, notamment dans un contexte multiplateforme. Parce qu'en fait, on a plein d'informations un peu partout qui sont potentiellement mises à notre disposition, d'autres qui ne le sont pas, et que idéalement, il faut pouvoir agréger pour pouvoir faire des choix informés en termes de campagne et de stratégie digitale. Et donc c'est là qu'entre en scène le SoWine Digital Dashboard. Benjamin, est-ce que tu peux me raconter ce que c'est et comment il est construit ? Oui, alors le SoWine Digital Dashboard, c'est l'émanation de Mike Balthazar, dont je suis un des cofondateurs et qui a été racheté et intégré à SoWine au mois de mai 2023. Et du coup, l'ambition de ce dashboard, c'est de pouvoir structurer et rendre lisible les millions de données dont parlait Sylvain, qui prospèrent aujourd'hui sur des réseaux sociaux qui sont toujours plus nombreux et avec un nombre d'utilisateurs qui est aussi de plus en plus nombreux. Et donc, l'objectif, c'est là où aujourd'hui ça peut être considéré comme une contrainte, notamment de temps, parce qu'il y a énormément d'informations à analyser, en faire une force pour les marques et les domaines qui puissent analyser et rendre ces données beaucoup plus intelligibles sur une plateforme qui leur est 100% dédiée. Donc comment ça fonctionne ? C'est une plateforme qui va scanner en temps réel les réseaux sociaux au travers d'API, au travers de connexions qu'on a aussi avec les comptes de nos clients et qui va pouvoir remonter les informations, les structurer et les rendre du coup beaucoup plus visibles sur des graphiques et des tableaux que chaque client peut ensuite consulter à sa guise et pouvoir du coup beaucoup mieux contrôler tout ce qui se passe. Donc l'outil remonte des millions de données chaque jour sur 6 réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, Twitter qui s'appelle désormais X, YouTube, Vivino. Il y a aussi la plateforme TikTok qui n'est pas encore intégrée à l'outil mais sur lequel on collecte de la data depuis maintenant 18 mois. Et l'objectif c'est que au travers de ces réseaux sociaux, on va regarder ce qui se passe au travers de 1000 marques qu'on suit en temps réel. Donc ces 1000 marques, c'est des marques qui sont sur les vins, qui sont sur les spiritueux, qui sont sur les champagnes. Donc vraiment connecté à cet écosystème qui est l'écosystème du vin et sur lequel on va pouvoir retraiter au travers d'algorithmes les millions de data qui sont collectés et en faire quelque chose qui soit beaucoup plus lisible pour les utilisateurs. En termes de bénéfices clients, ils sont assez simples. Déjà, le fait d'avoir une vision synthétique en temps réel permet de pouvoir contrôler de façon extrêmement claire et extrêmement simple tout ce qui se passe autour de sa marque. Il a la possibilité aussi de mieux comprendre et analyser sa présence parce qu'on peut mesurer, contrôler tout ce qui se passe autour de sa propre marque, mais aussi au travers d'un benchmark qui est propre à chacun de nos clients. Donc ça veut dire que par rapport aux 1000 marques qui sont aujourd'hui centralisées sur la plateforme, on a la possibilité de choisir les 5 marques auprès desquelles on va pouvoir se comparer. Donc ça peut être ses voisins, ça peut être ses concurrents, ça peut être des modèles qui soient dans la même région ou qui soient dans d'autres pays et sur lesquels on va pouvoir aussi suivre l'ensemble des résultats et pouvoir comprendre comment on évolue par rapport à ces gens-là.
globalement, l'idée, c'est de gagner en efficacité parce que c'est un outil de pilotage qui permet de pouvoir évaluer ses performances et de pouvoir mieux prendre des décisions par rapport à tout ce qu'on fait et par rapport à tout ce qu'on a envie de faire. On va pouvoir vraiment contrôler l'ensemble des informations qui sont mises à disposition. Et Benjamin, est-ce que tu peux aussi nous raconter ce qu'est le SoWine Digital Index ? Oui, alors le SoWine Digital Index, effectivement, est issu du SoWine Digital Dashboard. C'est un classement qui existe depuis plusieurs années et qui permet du coup de comparer, que ce soit en termes d'évolution ou en termes de prise de conscience et de prise en compte de l'intérêt des différentes plateformes, de comprendre un peu les évolutions globales du secteur sur ces différents outils. Concrètement, on va regarder donc sur une période qui est d'1 an les performances chaque jour, donc des 400 domaines à Bordeaux sur les différents réseaux sociaux que l'on analyse, et faire un classement de présence digitale, finalement, quels sont les domaines et marques qui ont été les plus visibles sur chacun des différents réseaux. Et donc, ce qu'on constate cette année, c'est que on a 3 marques qui ressortent nettement de ce classement-là, qui sont Cosses d'Estournel, Malartic-Lagravière et Pichon-Comtesse, qui ressortent dans le top 10 sur plusieurs plateformes, et ce qui permet de constater qu'ils ont une approche qui permet de démultiplier les points de contact et d'avoir une volonté de pouvoir obtenir de la visibilité sur des cibles variées avec des contenus différents. Donc ça, c'est un premier élément qu'on constate et qui est assez marquant. Et à l'inverse, on a des marques qui sont de plus en plus multiplateformes, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on constate sur beaucoup de marques et domaines sur la région bordelaise. Et donc, là où le digital était avant, il y a quelques années, un repère finalement un peu de pionnier, de marques qui avaient envie de prendre ce sujet d'assaut et qui émergeait du coup très nettement, même par rapport à des marques qui étaient beaucoup plus fortes en termes de notoriété naturelle. C'est moins le cas aujourd'hui puisque la quasi-totalité des grandes marques sont présentes sur les réseaux, même des châteaux comme Ozone, comme Cheval Blanc, qui étaient volontairement absents de la sphère digitale il y a quelques années, sont aujourd'hui présents sur Instagram notamment, voire sur YouTube pour Cheval Blanc aussi et sur LinkedIn. Et donc parmi tous les grands noms bordelais, il n'y a bien maintenant que Pétrus et Château-Latour qui sont totalement absents des réseaux. Et ce qui devient du coup plus compliqué pour des marques qui étaient pionnières il y a quelques années de continuer à émerger aussi fortement maintenant. Et donc on voit apparaître des marques qui ont une autorité naturelle beaucoup moins forte, qui choisissent des plateformes beaucoup moins concurrentielles pour émerger. C'est le cas de Château des Anneaux, par exemple, qui est très fort sur X, donc la plateforme ex-Twitter, sur lesquelles les marques et domaines sont en général un peu moins présentes sur l'univers bordelais en tout cas. C'est le cas de Fleur Cardinal sur TikTok, typiquement, du Château Régnac sur YouTube, ou encore du Château Casbonne sur Facebook. Et est-ce que vous avez aussi tiré différents enseignements de ce classement par réseau ? Oui, alors globalement, on le constatait déjà les années précédentes, mais Instagram est vraiment la plateforme leader en termes d'intérêt stratégique pour les marques et domaines à Bordeaux. On est proche des 100% des domaines qui considèrent Instagram comme étant leur plateforme prioritaire quand il s'agit de réseaux sociaux. Donc, ce qu'on constate de ce point de vue-là, c'est que c'est très difficile d'émerger sur ces plateformes-là pour des marques parce que la concurrence est extrêmement forte. Et on est sur une plateforme qui met en avant le beau, qui met en avant des choses sur lesquelles les grands noms bordelais ont plus de facilité à émerger. Et quand on regarde le top 10 de notre classement, on retrouve Château Margaux, Châteaubriand, Cosses d'Estournel, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, donc des marques qui sont extrêmement prestigieuses et qui sont du coup difficiles à atteindre pour des marques qui ont elles-mêmes une notoriété naturelle qui est beaucoup moins forte. Et à l'inverse, sur Facebook, par exemple, qui était la plateforme numéro 1 il y a encore quelques années, c'est une plateforme qui passe au second plan maintenant. On a un nombre de marques qui considèrent Facebook comme étant importante, qui baisse d'année en année. Donc on retrouve encore Cosses d'Estournel, on retrouve Rio-la-Rose, on retrouve La Gaffelière, sur lequel il y a encore un investissement en termes de temps, en termes de contenu et en termes aussi de sponsoring des publications qui leur permet d'émerger nettement. Là où la grande majorité des marques font moins de publications, font moins de sponsoring et mécaniquement génèrent moins d'engagement. Néanmoins, c'est une plateforme qui reste encore un énorme carrefour d'audience, donc il y a encore des choses à faire sur cette plateforme-là, et notamment pour émerger pour des marques qui ont besoin et qui ont une notoriété qui est un peu moins forte. À l'inverse, on voit sur LinkedIn une progression extrêmement forte ces dernières années, qui se confirme encore cette année. C'est une plateforme qui est de plus en plus stratégique pour la quasi-totalité des marques aujourd'hui, pour émerger à la fois auprès d'une cible B2B, mais aussi pour une cible de consommateurs potentiels qui, on peut la définir comme étant 30-45 ans CSP+, qui correspond finalement un petit peu à la cible traditionnelle du consommateur de vin bordelais. Et sur cette plateforme, les quelques châteaux qui
qui était précurseur, qui avait investi cette plateforme avant la pandémie et qui a vraiment déclenché un intérêt fort sur LinkedIn de la part des marques. Donc des châteaux comme Château Lagrange, Château Félan-Sécure bénéficient encore de la courbe d'expérience et bénéficient de leur audience qu'ils ont su constituer ces dernières années pour émerger nettement. Mais on voit un certain nombre de marques qui avaient pris du retard et qui vraiment sont beaucoup plus dynamiques cette année. C'est le cas du château Trollon-Mondo notamment, et aussi du château Rennes-Vigneault, qui est un exemple assez frappant puisqu'ils ont publié cette année autant de contenu sur LinkedIn que sur Instagram, et ça se ressent dans la performance puisqu'ils progressent de plus de 100 places dans le classement pour atteindre le top 15. Dans les autres plateformes qui ont du coup un peu moins d'intérêt aujourd'hui pour les domaines bordelais, alors il y a YouTube qui est très intéressant en termes de storytelling parce qu'on peut publier des contenus vidéo extrêmement longs, donc intéressant pour un certain nombre de marques qui ont des choses à raconter. C'était le cas de Cheval Blanc notamment, qui a publié des podcasts il y a quelques temps et qui continue d'investir sur cette plateforme-là. C'est le cas aussi de Cause des Sournelles, mais on trouve aussi certains précurseurs donc sur la vidéo il y a quelques années et qui ont plus de mal à émerger maintenant, mais qui bénéficient aussi de leur historique. C'est le cas du château de Régnac, c'est le cas du château Antonique aussi, qui arrive encore à émerger sur cette plateforme-là. Et la dernière plateforme, X, qui est moins utilisée maintenant, il y a une stat qui est assez parlante là-dessus. Il n'y a que 26 propriétés à Bordeaux qui ont tweeté en moyenne plus d'une fois par mois sur les 12 derniers mois. Donc on est vraiment sur une plateforme qui est maintenant laissée de côté de façon assez massive. On retrouve néanmoins certains châteaux qui émergent pour une raison simple, c'est qu'ils ont une connexion personnelle assez forte avec la plateforme, avec des personnes qui sont à la tête de la propriété et qui sont très à l'aise avec l'outil de façon historique. C'est le cas des châteaux Croix de l'Abri, Pichon-Comtesse, Château des Anneaux notamment, qui continuent à publier sur la plateforme comme ils l'ont fait il y a quelques années et qui du coup font maintenant un petit peu office de dernier survivant cette plateforme-là, qui émerge de façon assez nette, et ça reste une plateforme intéressante en termes de conversations générées notamment par des cibles de journalistes, par des cibles d'influenceurs. Donc c'est une plateforme qui n'est pas totalement à délaisser et qui est intéressante de ce point de vue-là. Sylvain, selon toi, quelles sont les perspectives d'évolution du secteur dans les années à venir ? Alors les perspectives d'évolution, on va dire du terrain de jeu digital et notamment des réseaux sociaux pour le vin et spiritueux, eh bien c'est une forme un peu de darwinisme des plateformes qu'on a déjà pu relever par le passé, et on en parlait à l'instant, ce que disait Benjamin, un peu une déshérence de Facebook au profit d'Instagram. Nous on a le sentiment que c'est un peu cette mécanique-là qui s'opère aussi aujourd'hui au bénéfice de TikTok, et qu'en termes de pyramide d'âge, donc après c'est une question de stratégie, enfin de ciblage pour les marques et les domaines, mais on va être plutôt sur du 50 ans et plus sur Facebook, peut-être 40 ans et moins sur Instagram, et puis 30 ans sur TikTok. Et avec les évolutions qui ont été apportées par TikTok du point de vue de la barrière d'âge, donc la capacité à effectivement garantir qu'en tant que marque à s'investir sur la plateforme, on pourra, de marque de boissons alcoolisées j'entends, se prémunir d'exposer son contenu à une population de mineurs. Je pense qu'il faut vraiment compter sur cette plateforme comme une plateforme d'avenir, et sur lequel il y a déjà aujourd'hui, on le note, des primes au premier entrant et des expérimentations, des expériences qui s'y tiennent, qui semblent, qui sont assez intéressantes et assez probantes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, on va dire, un paysage de l'influence qui était posé sur TikTok et potentiellement en lien avec notre univers et les vins spiritueux. Là, on voit effectivement qu'il va y avoir avec le temps une tendance, je pense, de plus en plus des marques donc de boissons alcoolisées à s'investir sur la plateforme, de la même manière qu'on enlève aussi des marques de luxe qui de plus en plus en fait se tournent aussi vers TikTok de façon assez volontariste. Et je dirais que la plateforme LinkedIn dont on a parlé est certainement également une plateforme où on va probablement voir du coup des investissements là aussi se déployer de façon un peu plus massive, un peu plus investie, même si en l'occurrence la publicité sur les alcools reste une problématique en lien avec la plateforme qui n'autorise pas aujourd'hui de sponsoriser ces communications. Donc c'est une stratégie qui fonctionne et qui est probante pour le moment, en tout cas dans un format plus organique, mais je pense que c'est une plateforme sur laquelle on peut aussi compter dans les mois et les années qui viennent.
Bon, et en l'occurrence, donc LinkedIn fait déjà partie du coup des plateformes qui sont inhérentes à l'outil, au digital dashboard et également qui font l'objet d'un classement dédié pour le digital index. Et c'était pas le cas en l'occurrence de TikTok, mais en lien avec ce que je viens de dénoncer, à la fois dans les évolutions que nous on met dans la plateforme, on a ajouté, enfin TikTok va être disponible dans les semaines qui viennent, et je pense que les conditions seront peut-être réunies pour qu'on puisse effectivement avoir un classement dédié à TikTok l'année prochaine, donc un SoWine Digital Index qui intégrera également TikTok. Il faut pour ça qu'on ait une taille critique suffisante de marques communicantes sur la plateforme pour que ça fasse vraiment du sens de l'analyser. Collecter les données, les trier, les comparer, c'est toute la promesse du SoWine Digital Dashboard. Des études d'impact et des classements aux possibilités inépuisables pour que les marques puissent comprendre leurs consommateurs le plus finement possible afin de toujours mieux répondre à leurs attentes. Un épisode écrit et produit par l'agence SoWine.